Les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma. Parce qu'ils ont inventé une machine. Voilà. Voilà. Toute la nuance de l'invention du cinéma qui n'existe pas. C'était mon introduction la plus Gavin McInnes que j'ai faite de ma vie. C'était vraiment clickbait. Les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma. Ni Edison d'ailleurs. Ni Renault ou n'importe quel petit patenteux de l'époque. Il n'y a personne qui a inventé le cinéma. C'est comme si je te dis j'ai inventé le suicide parce que j'ai inventé les armes à feu ou les cordes. Tu as inventé un objet, mais le fait social existe malgré ta machine. C'est une comparaison. C'est sûr que c'est pas. Toutes les comparaisons sont pas toujours exactes. C'est pas vraiment pareil, là. Mais bon, ça veut dire la même affaire. Fait que les frères Lumière n'ont pas inventé. Tu me dis, ils ont inventé le cinématographe, mais ils ont pas inventé le cinéma. C'est quoi le cinéma? On a déjà passé par là dans un épisode sur Netflix, on demandait c'était quoi le cinéma. Puis, c'est un peu ça que je vais faire là. C'est le premier épisode que je fais depuis. Pas depuis un an, là, depuis qu'il y a un an de Bleu Cinéma. D'ailleurs, j'ai changé mon labeling. Là. Vous allez voir la belle photo là, qui est quand même sick. Comme moi avec des folders, puis que j'ai l'air bien sérieux. Je sais pas, je trouvais ça cool. Je sais pas, ça a plus d'allure que le style d'image de marde grise que j'avais écrit, là, que j'avais fait sur le coin d'une table en chiant un tas, un mardi après-midi. Là. Ça a plus de vie, ça a plus de rigueur, ça a plus... c'est ça, c'est Bleu Cinéma. C'est le visage de Bleu Cinéma, c'est moi, man. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Fait que les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma. J'étais venu vous dire ça. Fait que merci beaucoup, bonne soirée. Ben non. Quand même, on n'en restera pas là. Les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma, ça fait 6 fois que je le dis. C'est ça que... En fait, c'est que j'arrive de l'école, là. Si j'aime pas ça parler de l'école, ça fait comme si j'ai l'air d'un esti de beginner, là. Mais regarde, t'es à l'école, toi? Peut-être. Vas-y pas. Fais ce que tu veux. Moi, je suis pro-école. OK? L'école, c'est important. Fait que je parle à tout le monde, là. Aller à l'école. C'est important d'aller à l'école. Parce que sinon, man, je sais pas. Tu peux arrêter un peu, mais retourne-y. Ben, à moins que tu sois bien intelligent, là, c'est pas tout le monde qui est à l'école. Tu sais, comme... tu sais, c'est comme la légende là, qui dit... tu sais, genre... attends, c'est fuck, man, je sais plus c'était quoi. Ah oui, c'est ça. C'est le kid qui il avait 4 ans, man. Puis là, à un moment donné, il s'est levé un matin. Puis il a dit à sa mère, il dit, moi j'ai plein d'idées. Puis ce kid-là, c'était Albert Einstein. Il n'est jamais allé à l'école. Ok, non, ça n'a aucun style de rapport. Là. Je pense que c'était une joke de sa mère, cette affaire-là. Anyway. Je suis pas... C'est ça, j'arrive d'école. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on m'a dit que le cinéma est un fait social total. Bon, en tout cas, c'est quand même... c'était de la merde, comment j'ai fait ma transition. Là. Ça faisait genre humoriste 2019. Je sors d'école de l'humour. En tout cas, fait que c'est ça ce que je voulais dire. Dans le fond... moi, je suis pas ce genre... Je pratique pas ce genre de médias. Anyway. Les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma, ils ont inventé le cinématographe. Je pense que ça fait 5 fois que je le dis. Fait qu'on on va rester là-dessus. Mais je pense que j'ai compris le cinéma aussi. Parce que le cinéma... C'est comme... Hey, ça, il faudrait que j'en fasse un épisode. La personne... C'est qui parle au cinéma? Tu sais, mettons, dans un livre, c'est le narrateur.
Au théâtre, il n'y a pas de narrateur vraiment. Tu sais, c'est comme un. Il n'y a pas vraiment de narrateur au théâtre parce que il y a une seule temporalité au théâtre. Tu sais. Il n'y a pas de retour dans le passé au théâtre. Tout se déroule devant tes yeux. Au cinéma, t'es comme entre les deux. Entre le récit littéraire puis le récit théâtral. Fait que ça fait que la question du narrateur est vraiment plus touchée. Puis, tu sais que j'ai mis ça. C'est ça, là. La question du narrateur est vraiment touchée. Vraiment touchée. Mais ça reste que oui, en fait. C'est pas juste ça, j'arrive du coup, il y avait André Gaudreau. André Gaudreau, un grand homme de cinéma, qui a écrit des grands livres très importants. C'est lui qui a établi le concept du cinéma d'attraction avec Tom Gunning. Le cinéma d'attraction, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est le cinéma, en fait, de 1895 à 1907, je crois, qu'il disait. Ou en fait, c'est un cinéma qui est comme pas marqué par... où le langage, en fait, cinématographique, c'était pas encore écrit vraiment. C'était pas encore élaboré. C'est ça, c'est que au cinéma, c'est ce qu'ils appellent le Great Image Maker. Mais le Great Image Maker, c'est qui? C'est comme une... en fait, c'est comme un mélange des deux entre un narrateur littéraire et un narrateur théâtral. Le narrateur littéraire, c'est... Tu sais, mettons, le narrateur dans un texte va dire Pierre dit, normalement, quand il dit Pierre dit, c'est le narrateur qui parle. Ou mettons, le narrateur dit Pierre est allé voir Myriam et lui a dit qu'il était très fatigué. C'est la diégèse, c'est la diégésis. Tu sais, c'est lui qui parle. Il raconte l'histoire de Pierre qui va voir Myriam. Au cinéma, c'est comme... Ben, tu sais, c'est comme un mélange des deux, parce qu'il y a le dialogue, tu sais. Fait que c'est comme... En fait, c'est comme s'il dit... C'est comme si, mettons, le narrateur, dans un livre, il dit... Pierre répondit à Myriam, 2 points, ouvrez les guillemets, blablabla. C'est un discours rapporté indirectement. Direct? Ouais. Je pense. Je me souviens jamais des deux styles, les deux. Discours direct. Juste pour être sûr, parce que c'est que je suis attardé mental. Ouais, c'est ça, c'est le discours direct. C'est la mimésis. C'est que le narrateur imite la personne qui parle, mais la personne qui parle, elle parle pas pour vrai, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de cette personne-là. Tu sais? Mais, alors qu'au théâtre, c'est juste du monde qui parle. Fait que, tu sais, c'est comme un mélange, là, entre les deux. Mais en tout cas, il faudrait que je revienne là-dessus. Parce que c'est pas tant clair qu'est-ce que je dis, mais... Je pense que je vais juste mettre les bases de tout ça. C'est que... Oups, pourquoi j'ai fermé ça? Ça, c'était utile. C'est que, en fait, au cinéma, c'est un mélange entre un monstrator puis un narrateur. Parce que, en fait, ce qui monte, le monstrateur, le rôle du monstrateur au cinéma, c'est l'image en soi, la shot qui a été tournée. C'est ce qui est montré. Mais si tu mets ça tout seul, c'est pas ça fait pas un récit, ça fait pas une histoire, il y a une narrativité, mais c'est pas un récit narratif. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ce qui fait en sorte que le cinéma crée des récits narratifs, c'est le montage, c'est l'editing. Puis ça, c'est le narrateur. Comme littéraire, si tu veux.
la personne qui articule les shots, c'est elle qui... C'est l'équivalent du narrateur dans un livre qui raconte l'histoire, qui organise des phrases avec des ponctuations, des syntaxes, des paragraphes. L'équivalent au cinéma de ça, c'est l'editing. Mais il y a pas d'editing s'il n'y a pas une shot tournée à la base. Puis cette shot-là, elle vient du monstrateur. Puis le monstrateur vient du théâtre. Que lui, c'est des personnages qui parlent ou c'est juste le pro-filmique, tu sais. C'est ce qui est devant la caméra. C'est tout. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est un système quand même assez complexe. Tout ça. J'aimerais ça juste lire une phrase. Je passe du coq à l'âne, mais j'essaie juste de faire un podcast on va tout... tout va se lier. Ça va être comme un tableau. Check ça, man. T'es un peu là. Laisse-moi 2 secondes. Tabarnak, arrête de chialer, là. Man, ça va venir des courants de journée ou pas. C'est une phrase d'André Malraux, excusez-moi. La naissance du cinéma en tant que moyen d'expression et non de reproduction date de oh, tabarnak, de câlisse qu'il y a des fautes dans mon affaire. Ok, date de la destruction. Bon, ok, excusez, il y avait comme une erreur. Je reprends. André Malraux dit en 1940 dans un livre que je me souviens pas, c'est la psychologie du cinéma. Ah, les gars, c'est que j'étais aveugle, man, je vois rien, câlisse. Hey, man, je suis tombé avec. Oups, hey, excusez. Ok, bon, je l'ai. La naissance du cinéma en tant que moyen d'expression et non de reproduction date de la destruction de cet espace circonscrit, de l'époque où le découpeur imagina la division de son récit en plans, envisagea, au lieu de photographier une pièce de théâtre, d'enregistrer une succession d'instants, d'approcher son appareil, donc de faire grandir les personnages dans l'écran quand c'était nécessaire, de le reculer, surtout de substituer au plateau d'un théâtre le champ, l'espace qui sera limité par l'écran. Le champ où l'acteur entre, d'où il sort, et que le metteur en scène choisit au lieu d'en être prisonnier. Je pourrais la relire. Comme ça, peut-être que ça va être plus clair. La naissance du cinéma en tant que moyen d'expression et non de moyen de reproduction. C'est-à-dire que le médium du cinéma est devenu un art, entre guillemets. Et non quelque chose qui va juste reproduire. Mettons, je prends la photo d'un tableau, c'est une reproduction. Je prends la photo d'une situation pour la représenter, c'est la reproduire, c'est ça. Donc, quand le cinéma est devenu un moyen d'expression, date de la destruction de cet espace circonscrit, de l'époque où le découpeur imagina la division de son récit en plans. Donc, ce qui fait que c'est un mode d'expression, c'est quand le découpeur a imaginé la division de son récit en plans, envisagea, au lieu de photographier une pièce de théâtre, d'enregistrer une succession d'instants, d'approcher son appareil, donc de faire grandir les personnages dans l'écran quand c'était nécessaire, de le reculer, et surtout de substituer au plateau d'un théâtre, donc de substituer dans le setup les planches du théâtre, dans la manière où on reproduirait une pièce de théâtre au cinéma comme on le faisait au début du dernier siècle. Donc, de substituer au plateau d'un théâtre le champ, l'espace qui sera limité par l'écran. Le champ où l'acteur entre et d'où il sort et que le metteur en scène choisit au lieu d'en être prisonnier. Ça, c'est la naissance du cinéma en tant qu'expression. André Malraux, 1940. Bon, en tout cas, je pense que ça va faire... on va passer à autre chose. J'ai une couple d'affaires à parler, là. Je suis comme un genre de bundle d'affaires que j'ai pas terminé de parler ou whatever. Fait que... je me mets même pas de temps, là. Je fais rien que recorder. Bon, voilà, ici. Fait que c'est ça. Ça va faire là, pour la narratologie à soir.
Quoi d'autre? Ah oui, je voulais revenir sur le texte de Maxime Gorky que j'ai lu la dernière fois. Kingdom of Shadows. Bon, fallait trouver le texte parce que là, j'allais pas dans la face, j'aurais pris des notes, mais ça serait plus pratique si je l'avais si boire dans ma face. Tu comprends-tu bien? Si boire. Bon. Oh mon dieu, c'était tout enregistré, tout les gars. Moi, j'ai lu le texte Kingdom Shadow de Maxime Gorky. Dernier épisode, un hommage au cinéma. Avais-je fait? Puis je voulais revenir par rapport un peu à revenir à ce qu'il dit, à quel point c'est intéressant. J'avais écrit. J'aurais dû écrire Asti, je suis cave, man. Ça, c'était un peu con que j'ai fait. J'ai écrit l'inquiétude face à son incompréhension de l'attraction, mais aussi son optimisme visionnaire lorsqu'il voit l'importance scientifique du médium cinématographique. Ça, je pense que c'est à la fin, où en fait il dit... il parle de comment on pourrait voir... des bébites sur une clôture. Enfin, non, même, là, je sais pas trop ce qui est drôle, je me souviens plus. Mais c'est surtout, en fait, la vision qu'il y a eu de faire de ça un outil scientifique. C'est quand même intéressant. Aspect d'attraction grivois. Le lieu de projection. Ouais. C'est quand même cool. C'est vrai que c'est fucked up. Parce que c'était vraiment une attraction, le cirque, cette patente-là, man. Ah, c'est ça, il dit. Why here, of all places, are they showing this latest achievement of science? And soon, probably, Lumiere's invention will be perfected, but in the spirit of Aumont Toulon and Company. Besides those pictures I have already mentioned is featured the famous... Bon, ok, c'est ça. Mais c'est où qui rend... Hey, man, ça, c'est fucked up. Ah oui, c'est ça, c'est spécial quand il dit... And here is still another... Women workers in a thick, gay, and laughing crowd rush out the factory gates into the street. Ça, c'est la sortie des usines lumière, le film qui parle. This too is out of place at Aumont. Why remind here of the possibility of a clean, toiling life? This reminder is useless. Under the best of circumstances, this picture will only painfully sting the woman who sells her kisses. C'est fou parce que le cinéma était présenté dans une place qui on dirait qui est après décrire le bistrot de Paris. Mais Chris, c'était ça. I am convinced that these pictures will soon be replaced by others of a genre more suited to the general tone of the concert parisien. For example, they will show a picture titled As She Undresses or Madame in Her Bath or A Women in Stockings. They could also depict a sordid squabble between a husband and a wife and serve it to the public under the heading of the blessing of a family life. Yes, no doubt, this is how it will be done. Le gars, il était wise. En fait, c'est ça, il a vu l'avenir du cinéma dramatique de fiction, c'est ce que j'avais écrit aussi. Mais, c'est quand même fou, man. More suited. C'est vraiment ça. More suited. Tu vois, en fait, j'ai retombé dans mes notes en une seconde. C'était quand même pas... c'était quand même bien à mancher, mon affaire, là. Mais c'est fou comment que... Est-ce que ça me fait capoter comment qu'il a juste comme trop bien animé. Il a vu que ça allait devenir plus vulgaire. Concert parisien. More suited. Genre. C'est ça. Il a vu que ça allait pas rien devenir... que ça allait pas rester une bête de side, le cinéma. Mon nom est Steven Crowder. Change my mind. Bon. Anyway. Enough of Maxime Gorky. Je sais pas par où commencer après. J'allais voir des films. Bon, j'étais allé au FNC. Qu'est-ce que j'ai vu au FNC? J'ai vu, man. J'ai vu l'homme qui a vu l'ours. Non, j'ai vu... ça, I think I figured out the cinéma. Gorky. Right. J'ai vu Lighthouse. J'ai vu le dernier film de Xavier Dolan. J'ai vu les 2 derniers films de Xavier Dolan. Christ que c'est bon, man. Ah, fuck. Xavier Dolan est tellement bon, là. Ah, je me tente pas.
C'est quoi j'étais allé voir? Ah, man! Ok, j'étais allé voir 3 films au FNC. Ah ouais, j'étais allé voir Color Out of Space. Un film avec Nicolas Cage. Man, c'était... J'ai malheureusement pas pris de notes pendant la projection. En fait, des 3 films que j'étais allé voir. Mais je recommande fortement Color Out of Space. C'est un excellent film de science-fiction freudien. Tout revient à Oedipe, en fait. Mais c'est comme l'histoire d'un gars qui reste dans un ranch, genre, dans un no man's land aux States, genre à Dallas, on va voir. Puis à un moment donné, c'est quoi qui arrive, genre... Je pense que c'est genre le puits. Mais comme, c'est tellement beau, man, genre, c'est juste fou. Aïe, en tout cas, j'aurais dû prendre des notes. Je pense que je vais juste skipper Color Out of Space, allez voir ça. J'ai vu Bait. Fuck, que c'était de la merde. Les nouveaux alchimistes, là. Ouais, FNC, ça fait dur souvent. C'est vraiment de la merde. Oui. J'ai vu le dernier film de Ryan Anderson. Ça, c'est bon. Fuck, man. Fuck, le gros, man. C'est capoté. Ouais. Fait que j'ai vu le... J'ai vu le dernier film de Ryan Anderson, man, le Suédois là, qui a fait Chanson du deuxième étage. C'est juste fucking nice. J'entends du monde, ça me gosse. Crisse votre camp, man. Mais, je vais tomber dans le vif du sujet. J'ai vu John F. Donovan. Très bon film. J'ai pas pleuré, par exemple. Me semble que j'ai pas pleuré. Mais j'ai vu Matt et Maxime. Puis là, on était dans du Dolan. Je vais juste passer mes notes que j'ai prises pendant la projection. Puis je vais guess que je vais finir par en parler. Pour vrai, au final, c'est un très bon film. Ça a commencé moyen. Mais bon, ça finit, écoute, ça finit que j'étais en larmes, pendant le générique, sacrément. C'est bon. Oh, c'était bon. En tout cas, c'était pas si bon, mais c'était bon. C'est, au début, le personnage, bon, en fait, ouais, je sais pas si je peux mettre plus en contexte un peu le film. Matt et Maxime. C'est-tu Mathias? C'est Mathias, c'est Maxime, en fait, c'est ça. Mathias, je me souviens même plus c'est quel des deux. Moi, là, ça, c'est une des affaires que je suis trop cave. Genre, je suis incapable de retenir les noms au cinéma. Pour vrai, incapable. Je comprends rien. Dès qu'il y a plus que 2 personnages, je sais plus qui. D'ailleurs, je me souviens... Ah bon, Maxime, je ne sais même pas que... Bon, en tout cas, Mathias, c'est Gabriel Dalmea Freta, whatever, as Mathias. Puis Xavier Dolan dans le rôle de Maxime. Xavier Dolan qui est excellent. C'est qui est bon. Puis Gabriel... Puis comment il s'appelle? Dalmeda Freta. Très bon. Le film commence, puis on est dans un chalet. Puis il y a comme il y a une fille qui veut tourner, la sœur d'un des gars de leur gang de chum tourne un film. Fait que là, elle demande aux gars s'il y en a un qui veut jouer dans le film. Finalement, Mathias et Maxime vont finir par jouer dans le film. Puis ils vont s'embrasser au courant du film. Puis là, de se baiser en découle une histoire très, très gay. Mais une histoire pas tant fif que ça. C'est quand même assez... c'est quasiment psychologique, vraiment, genre sur l'anxiété plus, genre de la vie, là, at large. Comme grandir, arriver à 30 ans, puis les regrets. Mais tu vois que il arrive là. Il est à un point dans sa vie, Xavier Dolan, que c'est ça qui se passe dans sa vie. Mais...
Bon, fait que ça commence avec la sœur. La sœur de Pierre-Luc Funk dans le film qui incarne le personnage de Rivette. La petite fille, est-ce qu'elle surjoue, là, pour vrai? Elle joue une petite fille d'Outremont, genre, qui dit des mots en anglais, genre, à tour de bras, genre. Tu sais, qui est comme... oh my god, genre, comme... J'étais comme... Là, on arrive à telle place, puis comme le gars, il se flex. Genre, je suis même pas capable de parler de même parce que j'ai aucune idée comment le monde d'Outremont il parle, parce que j'ai pas grandi à Montréal, puis tout le monde à Montréal, dans ma tête, parle tout croche. Mais on sent, j'ai l'impression qu'elle surjoue, puis c'est cringe, genre, pour vrai, à des bouts, t'es comme... Ah, pour lui, c'est que tu... Non, t'es mal... C'était comme vraiment cringe, mais en même temps, il y avait... Genre, les boys dans le film font tout le temps... Il y a 10, genre, non-stop, parce qu'elle sait pas parler français, genre. Puis elle est pas capable de dire, genre, comme... Dans une phrase de 5 mots, elle dit 6 mots en anglais, là. C'était comme ça, Fait que c'est un peu un statement, genre... intergénérationnel. Fait que genre, elle sert à ça, là, je comprends, mais comme son personnage était un peu surjoué, ça gossait un peu, ça faisait cringe. Puis ce langage populaire-là, genre, entre eux autres, les boys, étaient comme un peu mal assumé, je trouvais. Genre. Je trouvais qu'il y avait comme pas... Tu sais, tu voyais que, tu sais, Pierre-Luc Funk, puis genre, les gars, tu sais, genre, il y avait... C'était comme... Ah, vous êtes pas... Vous êtes pas bons pour riff, les boys. Genre... Tu sais, ils voulaient se donner un vibe de comme... Ah, des gars qui boivent de la bière, ils sont comme... Hey, ferme donc ta gueule, ce petit gros cave, les sales. T'es comme... Pierre-Luc Funk qui fait pas ça dans la vie, genre. En tout cas, tu sais... C'était comme mal... Je le sentais pas, genre... Il y avait des bons gags, genre, des fois, tu sais. C'est ça, j'ai écrit quelques bons gags, mais c'est mal parlé, genre. C'est pas comme ça qu'il y a des boys, des vrais gars, genre... Tu sais, ça sentait, genre, le gars, le hipster du plateau qui essaye de se prendre pour un chummy, genre. Ça marche pas, genre. C'était comme... Ça marchait pas, genre. Ça marchait pas. Les gags étaient bons, genre, des fois, tu sais. Puis, tu sais, un bon timing, mais... Tu sentais que, mettons... L'insulte, genre, ferme donc ta gueule, crise de lait, marchait pas dans la bouche des gars, genre. Tu sais, c'était comme, ah, pis toi, ferme donc ta gueule, crise de lait. En tout cas, c'était comme, au début, man, j'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est homo, il y a tellement de bouts homo-érotiques là, dans ces films, c'est cadeau, c'est fucking sick. Au début, genre, il y a le personnage de tu vois, j'allais mélanger, Mathias, c'est le pas fif, c'est le gay pas assumé, là. Qui veut pas assumer le fait qu'il y a rien qui a envie de sucer le bat, genre à grand coup de deep throat. Là. Bon, ça n'a pas besoin d'être si vulgaire que ça. Là. Anyway. Mathias, c'est lui qui s'assume pas. Puis Maxime, ben, c'est Xavier Dolan avec la tâche. Tu sais, la tâche, c'est comme le personnage est marqué, là, genre physiquement par son. Il est marqué pour être un marginal. Là, il y a une... Tu sais, c'est comme s'il saignait des yeux. C'est quand même assez... Ça peut être quand même assez... C'est un peu gruesome comme... Mais c'est vraiment... Ça, la tache de naissance d'en face, c'est un nice motif pour comme marquer au fer rouge que ce gars-là, c'est lui, puis c'est lui qui est tout le temps un outsider, genre. Puis il y a de la misère. Puis à un moment donné, il y a une scène où que Mathias, il pisse aux toilettes. Puis il pisse dans la face du gars. Non, c'est pas vrai, il fait pas ça. Mais il pisse dans la toilette. Qu'est-ce que Chris pisse dans la toilette? Puis au même moment, il y a le personnage de Xavier Dolan qui arrive et commence à se brosser les dents. Genre, comme fucking intense. Puis tu sais, genre. Tu comprends la référence? C'était fucking phallique, là. Mais j'ai comme juste aimé. C'est une bonne idée de scène. Comme pendant le gars pisse, puis tu sais qu'est-ce qui s'en vient. L'autre, il est à côté, puis il se brosse les dents, genre de même, comme s'il suçait un pénis. C'était quand même nice. Ah, man, il y avait un bon gag aussi. La fille, elle dit... La fille, quand elle commence, quand ils font la scène du baiser, ou d'ailleurs, tu le vois même pas, parce que la caméra est comme de même, puis les deux gars sont chaque bord, puis ils s'embrassent direct derrière la caméra, selon le plan, genre. Fait que tu vois pas le baiser. En tout cas, c'est un beau plan. Mais la fille a dit, avant de commencer à tourner, tu sais, elle fait son call, genre moteur action, mais elle a dit, OK,
4, 3, 2, 1. Asti que c'est drôle pour vrai. C'est crissement bien pensé de genre Chris de cégepienne innocente de Saint-Laurent qui genre fait des films genre de merde. Comme 4, 3, 2, 1, action. Je pense qu'elle dit 4, 3, 2, 1, go. Asti que c'est cave. Mais c'était vraiment. C'est ça, c'était des bons petits punch genre, qu'il y avait, c'était cool. Bon, là, je me demandais s'il y avait. Ah, puis le lendemain qu'ils se sont embrassés, le gars, il part. Il part dans la scène après. Genre, il se lève le matin, il s'en va se baigner. Genre, Mathias, là, le fif pas assumé, il s'en va se baigner dans le lac. Puis tabarnak, il se perd, man, il nage. Puis, tu sais, c'est une scène qui veut dire beaucoup, là, quand même. Tu sais, comme t'as le symbole de l'eau, comme il est aroused ou je sais pas trop, tu sais, comme après qui est arrivé, il est sexually aroused, il s'en va se baigner, mais là, après, il s'en va tellement loin, il se perd, puis il dit, il revient, puis les gars sont là, puis là, il réchauffe, puis c'est comme, il dit, ah, je me suis perdu. Puis ça, c'est là que ça part, yes, McCain. Quand il dit, je me suis perdu, tu comprends que le gars, il est perdu, en esti. C'est ça, j'avais écrit la tâche de naissance qui indique sa marginalité. Il est né avec ça. D'ailleurs, dans une scène, à un moment donné, il est complètement en sous, puis il est dans un bar, puis il se fait ça de même, puis la tâche, elle disparaît. Comme un peu si là, il était devenu normal. Comme un seul des seuls moments où là, il fait partie de tout le monde. Ah, puis le gars, là, le personnage de Maxime, de Xavier Dolan, est genre. Sa mère est. J'ai-tu écrit ça? Ouais, c'est ça. Sa mère, c'est une. C'est une genre d'ancienne toxicomane ou. Puis. Asti qui fait pitié, man, son personnage. Il est tellement bon, là. Genre, t'as envie de le serrer dans les bras, puis de dire, genre, ça va bien aller. Genre, il est. C'est comme. C'est Jésus, man. Genre, la crucifixion de cet homme-là. Genre, il mange de la marde constamment. Il s'occupe de sa mère. Puis son frère est genre aux States, puis comme il s'en occupe pas, puis il répond jamais. Il y a tellement. Mais Dolan, il est tellement bon pour écrire des rôles de madame. Ça, c'est dans quoi Dolan est le meilleur. Pour. Esti que les scènes. Genre, à un moment donné, ils s'en vont chez le personnage de Pierre-Luc Funk, qui est un petit bourgeois d'Outremont. Puis les madames sont là, puis sont habillées. Sont habillés bien fancy puis tout, puis hostie que man, je voudrais genre l'écouter la scène, vous la montrer genre tellement que c'est bien fait. Genre les répliques sont rodées au quart de tour. Chris que c'est fou être bon pour écrire des dialogues de même. Tu sais, au même titre que Tarantino est bon pour écrire des dialogues comme très très américains puis très punché. Là. Xavier Dolan est aussi bon pour écrire des dialogues de terriblement québécois. C'est ça qui est fou. Puis même dans John F. Donovan, c'est terriblement québécois comme film, genre. Mais man, les madames qui parlent dans son film, c'est juste parfait. Là. C'est juste parfait. C'est juste comme c'est pas une vie ça. Ah, c'est ça. Ah, man, quand. Tu sais, les madames, ils parlent, puis là, ils sont comme, ils disent, oh, il est où Maxime? Il est où Maxime? Puis là, il doit s'occuper. Non, ils parlent de Maxime, puis ils sont comme. Ils parlent de sa vie, qui s'occupe de sa mère, puis là, il y a une madame qui fait juste, là, c'est fin, là, c'est fin, comme petite affaire. Mais c'est tellement québécois, genre. C'est comme, il y a juste la madame, puis là, elle fait genre. Ah, mais il y a Maxime aussi. Puis l'autre, elle répond. Ah, Maxime, hey, mon Dieu, c'est pas une vie, ça. Puis là, l'autre, tout de suite, elle fait comme, hey, regarde, parle-en pas. Cette mini-interaction-là, de genre, hey, c'est pas une vie. Tu sais, ils le regardent, puis ils sont comme, hey, c'est pas une vie, ça. Hey, c'est pas une vie, ça. Ah, regarde, parle-en pas. Hey, regarde, en tout cas. Ça, là, regarde, oh, hey, en tout cas. Hey, comme, il y a tout le temps de tout ça, genre. Puis qu'à un moment donné, il fume une top avec sa. Ah. Il fume une top avec sa tante, genre. Puis
Il est juste... Je pense que sa tante a dit... Elle fait... Non, c'est ça. Ah ouais, ça va pour être en retard à la job. Fait que là, elle fait comme... Elle regarde sa montre, je sais pas trop, elle fait comme... Et château. Et château. Asti, genre d'avoir pull up un et château dans un film. Chris que c'est brillant, man. Genre juste pour ça, j'admire ce gars-là. En tout cas, man, F Château. F Château, on est en retard, moi, maudit. Il dit ça en ramassant sa grosse sacoche, puis genre... Oh my god, puis en tout cas... Puis Anne Dorval, genre là-dedans, comme asti qu'elle... Man, elle se ressemble pas, là. Asti qu'elle est pas belle, genre, elle est toute maganée, elle a une face toute enflée, genre. C'est genre l'enfer. En tout cas, Anne Dorval est dégueulasse physiquement dans ce film-là. Mais elle est encore excellente, là. Excellente, mais excellente. J'ai remarqué une autre affaire aussi. Les scènes dans la maison... La maison dans Mathias Maxime est exactement la même division que dans Mommy. En tout cas, ça se peut savoir parce que c'est tourné à Longueuil, puis les maisons sont faites pareil à Longueuil. En tout cas, il y a aussi l'espèce de thématique que Max est un gentil naturel, puis il y a cette espèce de quasiment comme un rapport à Jésus, là, une espèce de gars vertueux naturellement, mais comme qu'au final il se fait tuer, là, tu sais. Mais il y a aussi l'anxiété de Mathias qui est terriblement bien rendue. Genre, tu vois tellement que ce gars-là, il fit pas, là. Genre, de A à Z, c'est juste... Qu'est-ce que j'ai écrit là, mais c'est ça, il est terriblement anxieux tout le long, puis sa face... Genre, tu vois qu'il y a, il y a une boule dans le ventre tout le temps, parce qu'il a frenché Maxime, puis il l'assume vraiment pas. Hey, regarde, là, si t'es fif, suce des graines. Ça, c'est mon conseil pour tout le monde gay. En même temps, aujourd'hui, c'est plus comme c'était dur de s'assumer, là. On s'entend en 2019, si t'es fif, c'est pas vraiment un problème, là. C'est quasiment devenu une mode. Bon, en tout cas, c'est une autre affaire. Ah, les gars. À un moment donné, il y a beaucoup de références au cinéma aussi, mais dont une fois, il parle de Dernier Arcan. Puis, ils décrivent le film comme étant un film qui parle de pipe au passé simple. Quand même drôle. Pauvre martyr. C'est ça, c'est la figure d'un martyr. Ah, c'est ça que j'essaie de trouver. C'est un martyr, Maxime. C'est un martyr comme Horace. Pour parler des moins bons côtés, qu'il n'y en a pas ben, il y a le handheld de la caméra qui me gosse. Il est juste mal assumé, on dirait. Je la sentais pas, genre. Puis il l'avait dit en entrevue qu'il voulait faire un film handheld. C'était comme leur prochain statement, là, après avoir fait du carré. En white sur pain, on s'en va faire du handheld, c'ti. Mais, moi j'ai l'impression que du handheld, tu le fais ou tu le fais pas. Des fois, ou si tu le fais une fois, là, tu sais, comme. Mais fais-le pas à moitié, genre. Tu sais, mettons que ton. Ah, man. Moi, là, je suis pro uni esthétique. Faut que ton film soit uniforme. Genre, si tu décides de faire du handheld, tu fais du handheld. Tu fais du Lars von Trier, genre. Tu fais du Dogme 95. Et si tu fais du plan fixe, tu fais du plan fixe standard. Ou si tu fais du plan fixe, du plan fixe, là, je te parle, tu fais du Tarkovsky, genre, ou du Antonioni, genre. Tu comprends? Tu comprends? C'était quoi ça, Chris? Ma gueule. Fait que je trouvais que c'était mal assumé. Il y avait comme. Surtout comme dans les scènes dans la maison, genre à la fin. Mais. Non. Non, c'était mal assumé. Le handheld était pas bon. Puis ça gosse. Filmer en handheld, faut que tu le fasses. Tu y vas au fond, ça passe. Tu y vas au fond Léon ou rentre à la maison.
Euh, Hey man, il y a un gars qui a walk out genre pendant la projection. Man, il m'a choqué. J'ai manqué de dire de fermer sa gueule. Genre. J'ai comme pas eu le temps. Parce qu'il est sorti super vite. Mais j'ai comme entendu le mot fif. Ou le mot gay, genre, de quoi de même. Je sais pas si le gars il s'attendait à voir Terminator, ou qui d'ailleurs est probablement un des pires films de l'année, Terminator. Sais-tu ce que je vais redire, man? J'irai jamais voir Terminator, le prochain opus qui vient de sortir. Mais toute ma vie, je vais dire que c'était un mauvais film. C'est sûr que c'est à chier. Sûr que c'est à chier. Le gars, il a walké out. Rien compris. Il peut même manger de la merde. Il peut bien sucer ma graine, aussi. Ah, pis les scènes de gay, man, dans Azerus et Maxime sont fortes, là, pour vrai. Mais sont rares, par exemple. Ils arrivent juste une fois, là, ou comme... Pis il faut même pas... Oh my god, j'ai manqué de batterie. Il faut même pas, là, tu sais, ils font juste comme ça... Ils font juste make-out pendant comme... Dans un garage, là. Dans un genre de tambour, en fait. C'est sick, hein, Chris. Mais c'est pas sick tant que ça, mais c'est... Ben, c'est nice, là. C'est juste que t'es comme satisfait d'enfin les voir, genre, semi se pogner à la graine, là. Fait que c'est quand même cool. Ah, j'ai aucune idée, man. Je suis rendu où, là? Ça fait combien de temps que je record, mais je m'en calisse, man. J'allais voir Lighthouse aussi. Très bon film. Euh, 17, proximité. Ouais, j'ai écrit proximité. Bon, Lighthouse. Le film avec Robert Pattinson puis Willem Dafoe. Ah man, c'est fou ce film-là, man. Tabarnak, que c'est bon. Une histoire de deux gars qui gardent un phare. Fait un peu écrit. Le récit qui fait des références au mythe de Prométhée. D'un gars qui est comme une espèce de dédoublement de personnalité, folie contagieuse. Les gars, faut qu'ils gardent le fort, puis il y a une tempête qui s'en vient, man, la merde pogne. Les gars, les fous sont sous-morts. Tourné en noir et blanc. What the fuck? Tourné en noir et blanc. En noir et blanc, puis en carré. Gros, man, on est dans Dreyer, là. On dirait Vampire, on dirait Day of Rat, là, ce film-là. Là. C'est dark, man. C'est dark, c'est noir, c'est graineux. C'est contrasté. J'ai remarqué une couple de joueurs, juste rapidement, faire un overview des points qui sont intéressants que j'ai remarqué. C'est la première fois que je vois dans un film si sérieux des personnages pétés au cinéma. Puis le pet devient un motif sonore dans le film en lien avec la sirène du phare. Une espèce d'ultrason de... Genre, il y a une transition, notamment une fois où le gars il est dans son lit puis il lâche une fuse, genre. Ça fait exactement ça, genre. Fait une transition entre le bruit de la sirène puis le pet. C'est quand même crissement créatif. C'est niaiseux en estime, mais il y a ça. Il y a cet aspect niaiseux puis comique puis quasiment genre burlesque dans ce film-là. Puis, j'ai remarqué aussi... Ah, puis la sirène, c'est quand même drôle parce que il y a la sirène sonore, puis il y a aussi un personnage de sirène. Puis tu sais, t'es dans les mythes, là, genre médiévaux, là, on dirait, là. Tu sais, comme... Est-ce que c'est bizarre, là? Mais oh my god, c'était bon, man. Vraiment un bon film. C'est écrit en ancien anglais, genre. En espèce de patois weird. Fait que... Quand même dur à comprendre des fois, là. Puis j'étais allé voir, c'est pas de sous-titres, fait que... Je dois t'avouer que j'ai probablement pas tout compris les dialogues, mais il y en a pas énormément non plus, fait que tu peux quand même te rattraper. Le décor est tellement épeurant aussi. Genre... Tu sais, comme... Oh my god, il y a des plans, là. Juste comme...
Le fort, puis c'est sur une île, c'est un huis clos, tu sais. Ah, comme les images sont comme. J'essaie de me les rappeler, puis je les ai pas, là, pour vous les montrer, vous les partager, mais. Il y a des images, là. Oh my god, tu te sens étouffé, mais. T'es étouffé sur une île où il y a que de l'eau. Tu vois l'horizon à 360 degrés, mais tu te sens étouffé. C'est comme quand même assez paradoxal. Puis souvent aussi, l'éclairage est fait toujours, ou la plupart du temps, la grande majorité des scènes intérieures sont tournées avec juste une seule source de lumière. Fait que c'est hot, là. C'est quand même juste un bon... c'est juste bien, c'est juste bien... Man, c'est juste brillant. Éclairé, tu sais, on est dans Kubrick, là, quasiment, là, dans Barry Lyndon, qui essaie d'éclairer ses scènes avec des chandelles. Bon, en tout cas, après ça, la cri de la sirène, puis de la sirène, c'est ça que j'avais dit. Une seule source de lumière. Ça a pas l'air le fun de vie. Petit problème technique, on va essayer de revenir là-dessus. J'aurais quasiment fini. Je pense que ça fait le tour. J'ai commandé plein de livres. J'ai commandé 10 livres. Ah, puis d'ailleurs, c'est ça, j'arrive de là. J'étais à l'école, puis j'avais récupéré 3 livres, c'est 15 piastres. Sur le Larousse du cinéma. Moi, chier. Bon, le Larousse du cinéma. Hey man, 7 piastres, câlisse, dans le bazar. Oh boy, Metropolis. Oh my goodness. Oh, wow, oh, c'est beau. Hey, check ça, man. Astic Metropolis. L'état moderne. Lang se sert d'un argument classique du roman d'anticipation pour inventer un univers futuriste monumental dans lequel il introduit un thème fantastique grâce à un androïde féminin, créé pour servir les forces du mal, qui est aussi le double d'une jeune fille pure, des images puissantes au service d'un apologue diversement interprété. Oh man, oh man. Oh, que c'est fou. Check ça, man. Oh, Nosferatu. Nosferatu. Quel gros film. Le cabinet du docteur Caligari. L'expressionnisme. Le début du cinéma italien. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh, les Fantomas. Ben oui, les Fantomas, c'est le fun. Pearl White. Ah, les Fantomas. Là aussi, la série des vampires. La série des vampires, ça c'est cool. Je sais pas s'il en parle, ça. En tout cas, une soirée des vampires. Les serials, c'était très à la mode. On faisait déjà des séries au début du siècle. C'est quand même cool. Georges Méliès. La naissance de Hollywood. Hollywoodland, dans le temps que ça s'appelait Hollywoodland. Oh, un premier kiss. Ouais, l'invention du cinématographe. Le cinéma muet. Ah ouais. Une histoire des histoires. Oh! Il parle du Québec ici. Les cinémas français. Là, on va aller voir ça. 244. Ça doit être intéressant. Non, plus loin. Hey, Stanley Kubrick. Oh my god, j'ai pas parlé du film de... Oh, ça c'est-tu... C'est Les Idiots, ça? C'est quoi? What is this? Breaking the Wave. Oh man. Oh man. Ah, cinéma au Québec. Ah ouais. Alain Tanner. Les invasions barbares. Ils font rien que parler de ça. Les boys d'Arous. Cinéma de l'Est. Fuck you. Bon, là, ça va vite, hein. L'Arche russe, les noces. Le nouveau renouveau chinois. Ah, c'est bien intéressant. Le cinéma de Hong Kong. C'est-tu... fuck, c'était... Wong Kar-wai, Tony Leung. 2046, c'est ça. Ah, un gros film, ça. Cinéma de Hawaii, il va y avoir Tsai Ming-liang. Oui, there you go.
Bon, en tout cas, c'est ça, j'ai pogné ce livre-là. Quand même bien intéressant. La censure au cinéma aussi, je l'ai pas lu encore. Là, j'ai commandé 10 livres, estimés, genre de Genet, Gérard Genet, Grémasse, en passant par Gaudreau, Gunning, le gros package deal. Puis Theory and Practice Film History de Robert Allen, puis Douglas Gomery, Semiotics and Film History. Ça, c'est quand même cool pour eux. Reading Film Histories. Oh man. Non-filmic Evidence. Et ça va être une bonne lecture. Ouais, j'aimerais ça finir le podcast sur une couple de pensées rapides que j'ai dans ma vie. Check ça, man. Tu vas capoter, gros. Mais c'est quand même des... genre, fermez votre testignol, le monde. Ah, ça, c'est que ça. Essayez de prendre des notes, ok? Il y a trop d'orgueil dans le monde. Des fois, pas comprendre quelque chose est nécessaire pour le comprendre après. Fait que des fois, assume que tu comprends pas. Crise d'attardé. Pis c'est pas grave si tu comprends pas, man. Ça veut pas dire que t'es innocent. Ça veut dire que t'es après, que tu vas peut-être comprendre un moment donné. En tout cas. Oh. Quoi d'autre? Ouais, ça c'est un conseil quand vous êtes au restaurant. Je n'a aucun rapport. Ah oui, d'autre part, oui, ça c'est drôle. Par rapport à être subversif, tu sais, le monde qui se pense comme choquant, là. On en connaît tous du monde de même. J'ai écrit être subversif, c'est pas plaisant. Tu le fais par appel primaire. Tu peux pas t'imaginer être subversif si t'es capable de gagner ta vie bonnement et créer sans te faire sans arrêt censurer. Être subversif et groundbreaking, c'est une vocation jusqu'au boutiste qui demande une personnalité terriblement forte et prétentieuse, qui fait en sorte que tu peux surmonter les embûches que la censure te pose, mais sans pour autant les vivre avec bonheur. Tu demanderas à Kenny Tanger s'il était heureux. Fait que moi, quand tu fais un article, genre dans le... je sais pas, quelle sorte de magazine, puis tu penses que t'es comme... Ouh, je vais choquer les boomers. Genre, ta gueule, esti, choquer des boomers. Genre, y a rien de plus facile que ça, là. Choquer des Suzanne pis des madames avec des cheveux bourgogne, c'est pas quelque chose de très glorieux. C'est pas utile. C'est pas ce monde-là qui compte. Si, tu sais, comme, ça suffit, là. En 2019, on n'est plus choqué de grand-chose. Tu choques pas. Essaye donc d'être intelligent à la place. Parce que le monde qui pense qu'ils sont choqués... non, le monde qui pense qu'ils sont choquants sont pas choquants. T'es genre... T'as même pas de réaction, déjà. Ah, ok, cool. Cool, man. Tu t'es teint les cheveux en mauve. Ouh. Genre... Tu me tu là? Genre, à force de vous teindre les cheveux toutes sortes de couleurs, vous êtes tous pareils, cette bande de cave. Ah, les gars. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ça, j'avais un... Ah oui, c'est ça. Ah, ça, c'est drôle. C'est un peu plus d'envie. Si les gens s'en colissaient vraiment de ce que les autres pensent d'eux autres, le monde arrêterait de se plaindre des autres. Je répète ça, ok? Si les gens s'en colissaient vraiment de ce que les autres pensent d'eux autres, le monde arrêterait de se plaindre des autres. Dans le fond, tout le monde fait semblant d'être fort, mais être fort, c'est pas dénoncer tout le monde, puis laisser la dénonciation faire le travail de défendre sans rien faire. Si t'es fort, tu vas continuer ton chemin sans rien dire. Est-ce que... Il y a de quoi là-dedans, man? Il y a de quoi là-dedans? Il y a de quoi là-dedans? Ah, pour aussi, il y a beaucoup trop de monde dans les universités. Beaucoup trop de monde. Ouais. Les gens pensent que c'est un parcours obligé que d'aller à l'université, alors que non.
Les gens y vont avec une fausse idée que cela leur sera rentable une fois diplômés. L'université, c'est de la recherche scientifique. C'est pour faire grandir l'humanité. Tu apprends un domaine et tu l'amènes plus loin. Tu l'amènes plus loin après. L'université ne veut pas dire rentabilité monétaire future. Va faire un DEP si tu veux de l'argent. Si tu vas à l'université, t'es mieux. C'est pas comme si ça allait être facile. Et il y a une autre affaire aussi que j'ai pensé. Puis je vais vraiment finir là-dessus parce que ça boucle la boucle avec la narration que j'ai parlé au début. Puis cette idée-là m'est venue quand je parlais des cours d'histoire, puis à quel point l'histoire, c'est une matière qui est très subjective en enseignement à l'école. Parce que tu peux décider d'enseigner l'histoire du Québec sous le point de vue du Canada, puis ça donnera pas la même histoire que si tu l'enseignes du point de vue québécois, par exemple. Fait que, en fait, ce que moi j'expliquais mon point en disant que si on veut enseigner des cours d'histoire de manière objective, il faudrait appeler ça des cours de chronologie historique. Parce que l'histoire, ça dit dans le mot. C'est une histoire, c'est un conte, pas nécessairement fictif ou féerique, mais c'est un conte réel, c'est une histoire vraie. Mais ça demeure une histoire. Puis qu'est-ce que ça implique, une histoire? Ça implique un point de vue. Une genre de focalisation, un point de vue d'un narrateur. Tu comprends? Puis comme je dis, comme le narrateur d'une histoire, l'enseignant d'histoire peut être positionné de plusieurs manières par rapport au personnage. Fait que l'enseignant est le narrateur dans un cours. C'est lui qui décide de où il raconte son histoire. C'est que la position soit intérieure, interne ou externe de l'enseignant ou du narrateur change l'idée que va se faire l'étudiant, le spectateur, de l'histoire. Fait que tout dépendamment si l'enseignant / le narrateur tient une position interne ou externe par rapport à l'histoire qui compte, mais ça va changer le résultat de la manière que tu le sais. C'est comme, mettons que l'histoire, c'est les deux gars qui sont assis à table, puis l'enseignant, il raconte l'histoire des deux gars qui sont à table, puis à un moment donné, soudainement, il y a une bombe qui explose. Puis tu le savais pas. Mais c'est pas la même histoire si l'enseignant, au début, il dit qu'il y a une bombe en dessous de la table, puis il te raconte l'histoire. C'est Truffaut qui disait ça quand il a lancé ses entrevues avec Hitchcock. Mais c'est... Oh, fuck. Bon, fait que je vais continuer la vidéo avec pas d'image, parce que j'ai plus de place sur ma carte. I'm a fucking dumbass. C'est ça, ce que j'en étais, c'est que la position... l'affaire avec la bombe, c'est vraiment comme... Tout ça pour dire que quand tu racontes une histoire, quand tu racontes l'histoire, mettons, d'un pays ou whatever, mais ça dépend vraiment du point de vue que tu le comptes, puis ça pourra jamais être une discipline objective. C'est ça que je dis, l'histoire sera donc jamais un domaine objectif. Une histoire ou un récit sans point de vue, c'est une histoire complètement inintéressante. Toutes les histoires sont biaisées. C'est ça la conclusion, en fait. En fait, j'ai pensé à ça à cause des notions de narration, de Jeannette, je crois. En tout cas. Fait que ça sera jamais un domaine objectif, l'histoire. Fait que pensez à ça. Ça va faire 1 heure, là. Ça va être un bon podcast. Fait que c'est ça. Une série sur le Québec, l'histoire du cinéma québécois. Moi, je vais être un narrateur et un enseignant très interne à l'histoire du Québec. Je suis biaisé vers l'intérieur. Ça devrait être pas pire, je travaille là-dessus, mais regarde ça là. J'ai tout ça là, j'ai toute ma documentation en ce moment que je t'ai essayé de debunk. Il y en a de la matière, mais j'ai trouvé bien des films que vous allez pouvoir aller regarder, des liens, tout plein de cochonneries. Tout plein d'astis de cochonneries. Fait que, étant donné qu'il n'y a plus de vidéo, je vais couper ça tout de suite là. Puis, fait que à la prochaine, d'après moi, dans le bout du mois de décembre, ça devrait venir, j'embarque dans la fin de session. Fait que, laissez-moi une chance, tabarnak de calice.
Vive le cinéma.